Bonjour à tous et bienvenue dans Parole aux Alumni, le tout nouveau podcast des 200 ans de l'ENSMU, dans lequel nous allons aller à la rencontre de nos anciens qui pourront nous partager leur expérience et leurs meilleurs souvenirs à l'ENSMU. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec François Granger. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu pour que les gens en sachent un peu plus sur vous? Je suis rentré à l'école de Mulhouse, l'école de chimie en 71 d'abord. Donc j'étais dans la promotion 71-74. J'ai fait une année supplémentaire et je me suis retrouvé dans la promotion 72-75. Disons que l'année supplémentaire m'a permis de finir ma maîtrise en même temps. Donc j'ai pu sortir de Mulhouse avec une maîtrise en sciences et un diplôme d'ingénieur de l'école. Ce qui m'a permis de rentrer directement en doctorat à Polytechnique, ce que je n'aurais pas pu faire si je n'avais pas fait cette année supplémentaire. Et j'ai donc fait un doctorat au département de génie chimique dans les polymères. J'ai continué dans les polymères le travail que je faisais lors de mon travail de diplôme à Mulhouse. En même temps, ça a permis d'avoir des liens entre l'école de chimie et le département de génie chimique de Polytechnique Montréal, qui jusqu'à présent n'avait des contacts qu'avec Toulouse, avec l'école de chimie de Toulouse. Après ça, j'ai quitté Polytechnique. Je suis allé travailler au gouvernement dans le conseil de recherche en sciences naturelles et en génie, qui est l'organisme qui donne des subventions aux universités. Et je travaillais dans le transfert de technologies université-entreprise. Donc, on donnait des subventions aux universités pour que leur technologie soit transférée aux industries. Et l'industrie, une fois que c'était transféré, recevait des subventions de l'autre organisation, le Conseil national de recherche, pour continuer le transfert de technologie puis aller vers la commercialisation. Donc, j'ai quitté le CRSNG et j'ai commencé à travailler comme travailleur autonome en gestion en transfert de technologie. J'ai bifurqué un peu vers la vente, et entre autres la vente de services financiers, où j'ai pu aussi rédiger le cours des assureurs dans les services financiers. Ensuite, je suis retourné dans le transfert de technologie avec le Conseil québécois de recherche et développement de l'aluminium. Donc, je m'occupais du développement de ce conseil au niveau de la grande région de Montréal, qui était de pousser les chercheurs à développer leur technologie en aluminium. Après ça, je suis allé toujours dans le transfert de technologie, mais dans les crédits d'impôt. J'étais spécialiste en recherche et développement et j'ai eu des clients, beaucoup de clients en informatique, beaucoup de clients en chimie, en génie chimique, en ingénierie. Et au niveau informatique, je pourrais dire que quasiment tout ce que vous avez actuellement dans vos systèmes informatiques proviennent des entreprises, des clients que j'ai aidés à aller chercher leur crédit d'impôt pour les technologies qu'ils ont mises au point, que ce soit pour les téléphones cellulaires maintenant, que ce soit les caméras qui ont permis de filmer la particule de Dieu. Et j'ai fait ça depuis, disons, 20 ans. Et je continue à faire ça, mais petit à petit, j'ai réduit mes activités. Je suis encore jeune, là, j'ai pas encore 70 ans. Donc, Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur votre premier contact avec la chimie? Est-ce que ah, justement, il y a eu un premier contact qui vous a donné envie de poursuivre vos études, votre carrière un petit peu? oui, mon premier contact, c'est qu'on m'avait offert le petit chimiste. Et donc, je faisais des expériences dans le sous-sol. Et j'ai rencontré ensuite à l'école des gens comme moi qui avaient commencé avec le petit chimiste. On s'est installé à 7, mon père avait un poste à la douane. Le sous-sol était juste sous le bureau de la douane. Alors, heureusement que je n'ai pas fait sauter, ça aurait été une catastrophe. Alors, c'est ça, j'ai fait ces expériences-là, petit chimiste. Mon père, dans le laboratoire enfin plutôt dans la douane, d'ailleurs, à cette époque-là, il a monté le laboratoire de la douane. C'était au début de la CE, au début du marché commun. J'étais donc proche de la chimie avant d'arriver à l'école de chimie.
On a parlé de votre parcours, on en arrive maintenant à aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus, peut-être sur ce que vous faites actuellement, vos missions? Ce qui me plaît le plus dans ce que je fais, c'est l'analyse scientifique pour pouvoir analyser si cette recherche est admissible au niveau de la loi sur les impôts, de pouvoir chercher l'admissibilité d'une recherche et de voir de quelle façon la présenter. C'est surtout ça. Je dirais que toutes les recherches et développements de la société, des compagnies privées, des PME, seraient plus ou moins admissibles, mais la façon de les présenter permet de les rendre admissibles. Et c'est d'ailleurs mon rôle, de trouver le lien entre la recherche scientifique et les définitions dans la loi. Actuellement, j'ai par exemple quelqu'un qui travaille sur, non pas le cannabis, mais sur le chanvre indien. Dedans, il y a peu de cannabidiol, mais il y a du CBD. Parmi ce que j'ai fait au niveau chimique, comme je vous ai dit, il y avait cette fameuse entreprise sur le biotope. Et maintenant, on commence à parler du biotope, mais à l'époque, il était vraiment dans les précurseurs. Et justement, quels sont pour vous les enjeux futurs environnementaux ou sociétaux de la chimie? En fait, quand je suis rentré en chimie, on ne parlait pas trop d'environnement, on parlait plus de la grosse industrie chimique. Et je dois dire que l'école de chimie de Mulhouse était peut-être précurseur parce que dans les cours qu'on a eus, et surtout au niveau de chimie industrielle, on nous parlait d'environnement. Il y avait les fameuses mines de potasse et puis on nous parlait de ces choses-là, donc on était sensible à ça. Quand je suis arrivé à Polytechnique à Montréal, en génie chimique, l'environnement a été très peu discuté. Au niveau sociétal, je dirais que les chimistes, et je me suis battu donc depuis maintenant 50 ans au Canada dans les différentes organisations dont j'ai été, comme la Société canadienne de génie chimique, la Société canadienne de chimie, les choses comme ça, pour amener les gens à comprendre que la solution environnementale dont on parle maintenant de plus en plus passe par les chimistes. On a de bons chimistes qui sont formés. Et au Québec, on en a aussi des très bons qui sont formés en environnement. Il y a eu beaucoup de problèmes environnementaux dans les 10, 15, 20, 25 dernières années qui a fait qu'on est de plus en plus sensible et les chimistes, et en particulier l'ordre des chimistes dont je fais partie, on est de plus en plus actifs pour justement régler les problèmes environnementaux avant qu'ils apparaissent et non pas attendre qu'ils apparaissent pour les régler. Et au niveau sociétal aussi, c'est d'éduquer les gens sur le fait que la chimie fait partie de notre vie de tous les jours et qu'on ne doit pas en avoir peur. De montrer que la chimie n'est pas dangereuse. Ce qui est dangereux, c'est son application. C'est les humains qui l'utilisent. Alors ensuite, toujours au niveau sociétal, je fais partie des Expos Sciences comme juge et d'amener les jeunes à comprendre la chimie ou le génie chimique, de leur montrer que la chimie, c'est le fun, on peut aimer ça. Et quand je vois ces jeunes, ce qu'ils nous montrent dans le domaine de la chimie et du génie chimique est vraiment très intéressant. Pour vous donner un exemple, un élève du secondaire en Outaouais, j'étais juge, j'avais formé le groupe des juges de la Société canadienne de génie chimique et de la Société canadienne de chimie, d'ailleurs. Ce jeune-là a fait de la polymérisation par séparation de phase. Il a fait du nylon, puis avec son bassin dans lequel il y avait les deux produits qui réagissaient à l'interface avec son petit... il avait mis un petit treuil, puis il tournait son petit treuil, et puis tout le monde était intéressé à voir comment ça se faisait le nylon comme ça. Alors ce jeune-là, en fait, je l'ai retrouvé plusieurs années plus tard, et il était à Polytechnique de Montréal en génie chimique. Donc sa carrière est venue de l'Expo Sciences, de la même façon que ma carrière est venue des petits chimistes. On a parlé de la chimie en général, de votre carrière, etc. Maintenant, on va se recentrer un peu plus sur l'ENSMU, donc c'est les 200 ans cette année. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur votre relation avec l'ENSMU? Qu'est-ce qu'elle vous a apporté et quelles traces elle a pu laisser dans votre vie? Ben, pour moi, l'ENSMU, c'est le SCM.
hein. C'était comme ça que c'était à l'époque, l'École supérieure de chimie de Mulhouse, affiliée aux ENSI. J'ai essayé de rester un peu en contact avec l'ENSMU et l'association des anciens élèves. Ce qui a été un peu plus difficile parce qu'on était quoi, deux, trois, une personne de la promotion 71, moi de la promotion 72, et je pense qu'il y avait quelqu'un de la promotion 70 ou 69. Celui-là était en Québec, celle de la promotion 71 était à Toronto, et moi j'étais à Montréal. Le contact se faisait difficilement. J'avais peu de contact avec l'école, puisque à l'époque, ça fonctionnait par lettres. Donc, la seule chose qui me rattachait à l'école était le bottin. Mais je m'attendais quand même à avoir aussi une relation avec l'école plus poussée, surtout par les étudiants et surtout pour les voyages de promotion. Donc, j'avais été un peu déçu quand le voyage de promotion de je ne sais plus quelle année était venu, avait visité Polytechnique. Je l'ai su plus tard. Et je devrais venir en septembre. Ça, c'est les contacts que j'ai avec l'école. Maintenant, ce que l'école m'a apporté, par contre, ça, je dois dire que c'est vraiment, pour parler comme les jeunes d'aujourd'hui, c'est génial, hein, ou c'était cool, parce qu'on m'a donné une double formation. On m'a donné une formation de chimie et, quand même très élaborée, et une formation en génie chimique, qui me permet de comprendre justement des enjeux, qui me permet de comprendre aussi des mentalités des ingénieurs chimistes au Québec et des chimistes au Québec. Et ma femme est ingénieure chimiste, par exemple. Quand on discute, il y a des choses, par exemple, si je parle de chimie, elle est dépassée, disons. Et il y avait même une année, la Société canadienne de génie chimique et la Société canadienne de chimie, dont j'étais sur les conseils d'administration à l'époque, on avait fait une présentation sur le silicium et les autres produits comme ça. Et donc, les ingénieurs chimistes sont arrivés en masse, puis les chimistes sont arrivés en masse, on a rempli l'amphithéâtre, et la personne a parlé non pas de l'utilisation des produits électroniques, du silicium gavé de gallium ou des choses comme ça, non, il a parlé de la chimie de ces produits-là. Et les ingénieurs chimistes, finalement, étaient complètement perdus. Il y en a plusieurs qui sont sortis de la salle avant la fin parce qu'ils ne comprenaient rien. C'était très difficile à comprendre parce que c'était vraiment la chimie dont il parlait. Les ingénieurs chimistes sont habitués à ce qu'on leur parle, non pas de la réaction, mais de l'application du produit et non pas qu'est-ce qu'il y a dans le produit. Je pense que ma double formation, justement, m'a aidé aussi avec les différents clients que j'ai eus. Parce que je pouvais comprendre, quelle que soit la façon dont c'était présenté, je pouvais le comprendre et je pouvais aussi le présenter d'une façon ou d'une autre. De vos années à l'ENSMU, est-ce que vous pouvez me ressortir un souvenir marquant ou un souvenir un peu cocasse que vous avez vécu? Ce que je me rappelle, c'est que tous les ans, au jeudi de l'Ascension, il y avait le rallye de l'école, et puis qui était très couru d'ailleurs. Et moi, j'avais ma moto, alors je faisais la navette entre les différentes étapes pour voir que tout se passait bien. Je faisais un peu la voiture balai aussi de temps en temps. C'est quand même un bon souvenir que j'ai de ces sorties année après année. Puis l'autre souvenir qui est moins cocasse, c'est les oraux. Venir passer les oraux en septembre, la reprise, et puis c'était systématique. La moitié de la classe devait revenir en septembre, repasser les oraux, pour être sûr qu'on a bien travaillé pendant l'été. Alors, je pense que cette mentalité a dû changer depuis. Ça, c'est des souvenirs des gens de ma génération. Alors là, la situation la plus cocasse, c'est le voyage de promotion de la promo 71-74, le voyage de promotion à Montréal. Alors, on a débarqué en pleine tempête de neige dans Montréal, et de tout le groupe, j'étais le seul qui connaissait Montréal puisque j'avais travaillé l'été précédent. Donc, je ne connaissais pas le Canada, mais j'en connaissais quand même un bout, et surtout, je connaissais comment conduire une voiture au Canada. Or, ils m'ont mis dans le fond de la voiture, presque, parce que c'était des voitures commerciales avec des bancs au fond. Alors, j'étais du fond de la voiture en train de leur expliquer que, attention, ici, vous devez tourner à droite, puis ici, vous ne pouvez pas tourner à gauche. Et puis alors que si j'avais pris le volant, on aurait été à bon port assez rapidement, mais ils ont tourné en rond, disons. C'était cocasse,
que la seule personne qui connaissait puis qui était apte, on ne lui avait pas donné le volant, mais bon. Pour conclure, si vous deviez décrire ce que vous évoque du coup l'ENSMU du haut de ces 200 ans d'histoire, en 3 mots ou bien en 3 expressions, lesquelles ça serait? Ben, en trois mots, en 3 expressions, je dirais que la première, c'est en avance. Et je vous ai donné l'exemple de l'environnement tout à l'heure. Donc, pour moi, l'école est en avance sur son temps. Et quand je regarde le site web de l'école et que je regarde les différents groupes, les différentes études qui sont faites à l'école, je me dis que c'est bien que l'école continue d'être en avance. Le deuxième mot, ce serait Alsace. L'école est en Alsace et même si cela a posé certaines choses cocasses quand on y était, quand les gens nous répondaient en alsacien, par exemple, et que nous, on ne comprenait rien, donc c'était assez cocasse. Mais pourquoi je dis que ce mot-là est important? C'est parce que c'est le lien entre, à l'époque, la France et l'Allemagne, mais je dirais surtout que c'est grâce à l'Alsace et grâce à un Alsacien que l'Europe s'est faite. Et l'école a montré aussi qu'elle était toujours en avance sur son temps au niveau des liens avec les autres pays européens et même avec les autres pays à l'international. Donc, de ce côté-là, le mot Alsace est très important. En fait, je ne voyais pas de troisième mot, mais je vais revenir sur l'histoire de l'Alsace. Je me suis marié avec une Alsacienne et quand on est arrivé au Québec, je lui ai dit la chose suivante, parce que moi, j'étais déjà d'une certaine façon intégré au Québec, dans le milieu québécois, et là, je lui ai dit, quand tu vas rencontrer des Québécois, tu vas leur dire que l'Alsace est à la France ce que le Québec est au Canada. Et ils vont t'accepter tout de suite. Et effectivement, elle est rentrée dans le milieu québécois avec cette expression-là, et de façon très rapide, elle est très, très bien intégrée dans le milieu québécois depuis ce temps-là. C'est, je dirais, les 3 expressions que je vois pour décrire l'école. C'était un plaisir d'avoir pu échanger avec vous et que vous puissiez nous raconter un petit peu votre expérience. Donc, je vous remercie d'être venu partager tout ça avec nous.